Pour limiter la hausse de température à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle, il faut réussir à réduire à 30% nos émissions de GES et atteindre la neutralité carbone d'ici la fin 2050, le GIEC. Sortir du nucléaire ne fera rien pour le climat. Jean-Marc Jancovici. Sans le fossile, l'industrialisation, la mondialisation et l'activité économique ne pourront plus exister telles qu'elles existent aujourd'hui. Pablo Servigne. La croissance verte s'accompagnera d'une augmentation, d'une croissance d'emplois. Alors là, vous devez vous demander pourquoi est-ce qu'on vous envoie comme ça des phrases qui n'ont pas forcément de contexte et donc qui peuvent être biaisées. En fait, tous les deux, on a réalisé un projet qu'on va vous décrire par la suite. Et dans ce projet, on a été confrontés au problème de l'information. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a envie de vous faire vivre une partie de ce projet, de vous raconter certaines choses et de vous faire comprendre comment l'idéologie, les idées qu'on a envie de faire passer, les convictions qu'on a, peuvent venir influencer un discours. Donc bonjour à tous, moi c'est Léo. Et bonjour, moi c'est Julien. Donc on est deux étudiants ingénieurs d'une école d'ingénieurs technique, l'ENSECUB, à Grenoble. Et on a décidé de faire une année de césure pour comprendre les enjeux politiques, géopolitiques, sociaux liés à l'énergie. Du coup, on a fait 6 pays. La France, l'Australie, la Chine, l'Inde himalayenne, le Maroc et l'Islande. Et dans chacun de ces pays-là, on rencontrait des chercheurs, des professeurs, des sociologues pour parler d'énergie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, dans notre école, on a un parcours très technique et que donc on est excellent pour dimensionner des éoliennes, pour construire des barrages, et qu'en fait, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que dans notre école, on apprend à faire ça, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Et donc, comme le disait Léo, notre projet nous a permis un peu de mieux comprendre ça. Et en fait, là, on va vous emmener revisiter avec nous trois choses qu'on a vues et qui nous ont particulièrement touchés. Et en fait, la thématique générale dont on va parler aujourd'hui, ça ne va pas être l'énergie ou le changement climatique parce qu'on n'a pas le temps d'en parler. On va parler d'esprit critique et d'information. Car ça a été le point qui nous a vraiment dérangé ou vraiment perturbé durant ces 6 mois. En fait, aujourd'hui, on est dans une problématique où l'information, elle est omniprésente. C'est-à-dire que si jamais vous vous intéressez à un sujet et que vous tapez sur Google le sujet auquel vous vous intéressez, vous allez trouver une quantité d'informations qui est faramineuse. Le problème, c'est pas de trouver de l'information, c'est de savoir si elle est valable, si elle est bonne et si elle est exploitable. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, notre diapo, qui n'est pas forcément le plus beau, résume un peu les sources d'informations que vous pouvez trouver. Mais en gros, à partir d'Internet, des entreprises, de toutes les sources d'informations qui existent, vous pouvez recevoir l'information. Mais trouver laquelle est la bonne, c'est pas quelque chose d'évident. Et donc là, maintenant, tous ensemble, on va aller à Datong, en Chine, pour voir la ferme solaire en forme de panda. Donc là, déjà, on a une petite question à vous demander. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà vu cette ferme solaire en forme de panda? Levez la main, juste pour voir un petit peu. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Mais du coup, nous, on l'avait vu aussi avant de partir en projet. On avait dit, oh, génial, ça a l'air incroyable. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ferme solaire. Donc, c'est pas celle-là, parce que là, c'est une vue d'artiste. Donc, c'est un peu moins beau que ça. Donc, en forme de panda. Et dedans, il y a une école. Et le but de cette école, c'est sensibiliser les enfants et le public aux enjeux liés à l'énergie. Alors nous, en tant qu'Européens, on a eu la même information que ceux qui sont un peu intéressés donc à cette ferme solaire. Si vous tapez sur Google ferme solaire en forme de panda, vous allez tomber sur une dizaine d'articles. Donc là, c'est la recherche Google. En gros, vous tombez vraiment sur 10 articles qui vont... Alors il y en a plus, on les a pas tous faits, on en a fait pas mal déjà. Qui vont tous vous raconter la même chose. Cette ferme solaire, c'est super, ça permet de sensibiliser les locaux aux problèmes environnementaux liés à la production d'électricité. Donc en gros, là, le solaire, ça va être un moyen d'éviter la pollution de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, c'est un moyen donc, voilà, de montrer que la Chine fait des choses dans le sens de la transition énergétique. Alors nous, on est allé à Datong, on a essayé d'aller visiter cette ferme, et la surprise, on a mis plus de 3 jours avant de trouver quelqu'un qui pouvait nous dire que cette ferme existait et qu'on pouvait y aller. Donc imaginez que cette ferme solaire, elle existe près de Douai. Je pense que vous seriez au courant. Pour ceux qui vivent là, pour ceux qui vivent pas là, peut-être que vous ne le sauriez pas. Mais en gros, si on avait une ferme solaire comme ça en France, on en entendrait parler. Et là, en Chine, on a été frappé du fait que les locaux n'avaient pas conscience de son existence. Donc, une fois arrivé sur place, on a fait une interview. En fait, dans notre projet, on faisait plein d'interviews. Et donc là, je suis en plein interview, on dirait pas, hein, mais je suis en plein interview avec un Chinois, dont on n'a plus son prénom, on l'a oublié. Désolé pour lui. Et en fait, là-bas, les Chinois, ils parlent majoritairement que chinois, un tout petit peu anglais dans les grosses villes, et jamais français. Et nous, on parle français, un petit peu anglais, on n'est pas très bon, et pas du tout chinois. Et du coup, heureusement, les smartphones, en fait, avec des applications chinoises, peuvent traduire de français à anglais à chinois. Du coup, là, on est en plein interview. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'au début, dans chaque interview, on a une méthode. Au début, on met à l'aise la personne en demandant le cursus, qu'est-ce qu'elle a fait, etc.
Et puis après, au fur et à mesure, une fois qu'elle est à l'aise, on attaque les questions un peu perturbantes sur l'économie, la politique. Et là, arrivé aux questions un peu plus délicates, il se lève, il passe un coup de téléphone et il dit « Je suis ultra occupé ». Donc il faut s'imaginer, on est en plein désert. Il est tout seul avec son petit pote qui est là. Et il nous dit « Oh, je suis ultra occupé, désolé, vous pouvez partir s'il vous plaît, gentiment ». Donc là, on s'est clairement fait jeter en fait. Et il s'avère qu'en Chine, c'est particulièrement troublant. L'accès à l'information est très compliqué. C'est-à-dire que nous, on n'a pas réussi en Chine à interviewer des gens qui s'y connaissaient dans les domaines sur lesquels on s'intéressait. On n'a pas réussi à les rencontrer de façon à comprendre des choses directement de leur propre voix. Donc en fait, culturellement, c'est très agréable, ils sont particulièrement accueillants. Par contre, structurellement, les entreprises, les associations, tout ça, délivrent très peu d'informations. Donc en fait, là, on s'est vraiment confronté au fait que l'Europe a reçu un message vis-à-vis de cette ferme solaire qui ne correspond pas du tout à la réalité du terrain. Et donc là, c'est une chance pour nous d'avoir pu vérifier directement la source de tous ces articles qu'on a pu lire avant de partir. Une deuxième expérience qui nous a vachement marqué aussi, c'est Nicolas Hulot au ministère. On a eu la chance d'aller rencontrer Nicolas Hulot pendant son mandat de ministre. Donc là, c'est une photo de nous juste avant l'interview, parce qu'on était un peu stressés, du coup on s'est fait une petite pause rigolade avec des petites grimaces. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Derrière, à la fin de chaque interview, on demande à la personne, on lui dit voilà, on a monté la vidéo, on va la poster sur YouTube. Si vous voulez, vous pouvez retirer des morceaux de l'interview qui vous dérangent. Ça, on le fait avec tout le monde. Et Nicolas Hulot et son ministère ont été les seuls à nous demander d'enlever différents passages. Donc en fait, aujourd'hui, nous, on va vous montrer l'un de ces passages. Alors, il s'avère que le passage qu'on va vous montrer, a priori, il n'y a pas de problème parce que Nicolas Hulot n'est plus ministre, donc du coup, ça pose des soucis à personne. Et surtout, en fait, on va vous montrer quelque chose qui n'est pas un complot. C'est-à-dire que là, on pourrait dire ils l'ont enlevé, c'est vraiment qu'il y a un gros problème derrière. En fait, vous allez voir, on va regarder ensemble. Le but, c'est pas de vous faire croire qu'il existe des complots qu'on vous cache forcément. C'est plutôt de voir quel passage a été enlevé et de comprendre ensuite ensemble pourquoi nous on pense que ce morceau a été enlevé. Donc je vais d'abord vous laisser découvrir ce passage et puis après on en discute. En l'état des technologies aujourd'hui, si on voulait faire du 100% éolien, on buterait probablement sur certains matériaux, notamment ce qu'on appelle les terres rares, que l'on trouve dans les turbines des éoliennes. Si on voulait faire du 100% solaire en l'état des technologies aujourd'hui, bien que les paramètres bougent, on buterait peut-être, et encore ça, pour finir, c'est pas aussi sûr que ça, sur l'approvisionnement en termes de silicium. Donc il n'y a pas de système parfait. Donc aujourd'hui, les énergies renouvelables, si elles ne sont pas accompagnées d'une baisse considérable de la consommation, ça ne suffira pas. Si elles ne sont pas accompagnées aussi de la possibilité de recycler tout ça, et notamment toute l'utilisation des batteries, si on ne rentre pas dans une possibilité de réutiliser ces batteries, donc d'économie circulaire, le modèle, quelque part, provoquera également ces effets induits et ces effets pervers. Donc là, on a bien vu, il n'y a rien d'extraordinaire, on n'a rien appris de particulier. En tout cas, pour les personnes qui s'intéressent un peu à l'énergie et transition énergétique, on se rend compte que ce qu'ils racontent, on l'a facilement, cette information-là. Et ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est pourquoi, du coup, on nous a demandé de retirer cette information-là. Pourquoi le ministère nous demande de retirer une information qui est déjà présente partout? Alors là, c'est notre interprétation, on va vous la donner. On pense qu'aujourd'hui, le politique, en tout cas en France, sa mission n'est pas nécessairement d'informer, forcément. Ça va être de justifier des actions qui sont conduites par le gouvernement. Et donc, ici, Nicolas Hulot, il exprime quelque chose qui ne traduit pas forcément la ligne directive du gouvernement. En France, aujourd'hui, le renouvelable a une image très positive. Le gouvernement se positionne très souvent en faveur du développement du renouvelable, de la filière renouvelable en France. Et là, cette partie-là, elle pourrait mettre en doute le fait que le renouvelable, c'est parfait. Et du coup, ça passe pas. La ligne directive n'est pas respectée. Donc on préfère enlever un morceau qui donnerait plus de cohérence au message global. Parce que là, ce qu'il dit, c'est plein de bon sens. Quiconque entend ça et s'intéresse un peu au sujet se dit effectivement, le renouvelable, c'est pas parfait à 100%. Il y a des petits effets pervers induits, il y a des petits problèmes. Et si je veux poser une solution aux problèmes climatiques, aux problèmes énergétiques actuels, il faut que je prenne en compte ces problèmes-là. Mais là, lui, son objectif, à travers cette interview et à travers le message que porte le gouvernement, c'est pas nécessairement de donner toute la complexité du problème en visieux, c'est de justifier l'action qui est produite derrière. Et nous, on trouve ça un peu dommage. Donc un troisième exemple de manipulation, en tout cas de manifestation de changement de données, c'est Greenpeace. Donc là, avant de commencer, on aime beaucoup Greenpeace. Ce qu'on va dire, ils font un combat qui est louable, qui est génial, de sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques et aux enjeux nucléaires. Par contre, avec ça, ils ont vraiment abusé. On va essayer de voir ça ensemble. Donc ils ont fait un tableau, il y a quelques mois,
qui comparait les différentes sources d'énergie électrique. Ok, super. Avec une colonne émissions de CO2, une colonne externalité environnementale, donc toutes les conséquences sur l'eau, etc. Et une sorte de bilan en score sur 5. On regarde ça avec Julien, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le solaire photovoltaïque, il a plus en émissions de CO2, ça veut dire qu'il va émettre quasi pas de CO2 par rapport aux autres. Et le nucléaire, ici, il a plus-moins. Ça veut dire que le nucléaire, il va émettre, a priori, d'après ce tableau-là, plus de CO2 que le solaire. Alors nous, quand on a vu ça au début, on s'est dit quand même c'est étrange, parce que nous, depuis un bon moment, on s'intéresse aux différentes sources d'énergie, et si on a bien retenu quelque chose pour le nucléaire, c'est que l'un de ses rares avantages, c'est qu'il va émettre très peu de CO2. Alors aujourd'hui, en France, si vous voulez combattre le nucléaire, vous n'aurez pas de souci avec ça. Vous avez qu'à dire que ça produit des déchets qu'on ne sait pas réellement traiter. Il y a des problèmes de danger si jamais vous avez une explosion de centrale ou quoi. Vous allez avoir des grosses conséquences sur l'environnement local. Donc si vous avez envie de critiquer le nucléaire aujourd'hui en France, vous n'avez pas besoin de venir inventer quelque chose vis-à-vis du CO2. Alors ça, on va le justifier un petit peu. En fait, quand on a vu ça, on s'est dit on va quand même aller regarder une autre source pour regarder dans quelle mesure, éventuellement, le nucléaire pourrait émettre plus de CO2 que le photovoltaïque. Et donc on est sur le site de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence nationale qui s'occupe de l'énergie en France. Et les chiffres de l'ADEME, donc par rapport aux émissions de CO2 équivalent, donc là on parle de CO2 équivalent, c'est cela. C'est 55 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure pour le solaire photovoltaïque et 10 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Attention, ici c'est une analyse de cycle de vie. Ça veut dire qu'on prend en compte la construction de l'installation, l'utilisation et le démantèlement. Et là, on peut se dire, bah oui, mais le démantèlement pour le nucléaire, on n'a jamais fait, comment on sait? Ce sont des hypothèses, c'est pour ça qu'il y a une incertitude à 10% assumée par l'ADEME. Et même si on rajoute 10% ou qu'on retire 10%, le nucléaire, il passe pas du tout au-dessus du solaire photovoltaïque. Donc là, pour conclure sur cet épisode de notre investigation, on a été déçus en fait de se rendre compte que l'idéologie prenait le pas sur sur la rationalité, pardon. Donc en fait, Greenpeace, ils aiment pas le nucléaire, c'est un fait. Et il y a plein de raisons de pas aimer le nucléaire. Nous, on n'est pas en train de remettre ça en cause. On n'est pas là pour défendre ou pour soutenir ou pour attaquer le nucléaire. C'est pas le débat aujourd'hui. Par contre, on trouve ça dommage qu'à travers leur argumentaire, ils décident de construire des nouveaux arguments qui sont en fait un poison pour le débat. C'est-à-dire que là, quand vous commencez à mettre dans le débat l'idée que le nucléaire, en termes d'émissions de CO2, c'est un problème, vous biaisez le débat autour du nucléaire. Et en fait, quand des gens se rendent compte de ce biais-là, ça va vraiment décrédibiliser le travail de Greenpeace derrière. Donc nous, on trouve ça vraiment dommage en fait, qu'il y ait ce genre de procédé qui soit mis en place par des associations qui n'auraient pas besoin de ça pour continuer à mener leur combat. Et en fait, ça c'est valable pour Greenpeace qu'on vient de parler, mais aussi pour le ministère avec Nicolas Hulot, ou même avant avec les Chinois. En fait, aujourd'hui, on est face à une crise climatique et énergétique, je pense qu'on a tous conscience, qui est terrible. Et on est a priori assez jeunes dans la salle, j'ai l'impression. On risque de le vivre, ça, tous ensemble. Et si on ne trouve pas une solution assez rapidement pour répondre à ce problème-là, ben on va vers des gros soucis. Et du coup, il faut se mettre ensemble, collectivement, réfléchir. Et pour cela, si chaque acteur vient avec sa petite information qui est un peu biaisée et l'assume pas et essaie de tirer le couverture vers lui, ben le débat il sert à rien en fait. Et c'est ça qu'on critique vraiment, nous, c'est le fait que tous les acteurs, malheureusement aujourd'hui, ont des intérêts dans le changement climatique et dans la transition énergétique. Mais pour ces intérêts-là, ils vont changer un peu les données ou les utiliser de manière biaisée. Donc maintenant, pour conclure un peu sur ce qu'on vient de vous dire là, déjà, une première chose, c'est que ce qu'on vous a raconté durant ce TEDx, ça s'est appliqué au contexte de l'énergie, parce que nous, on s'est intéressé à ce sujet-là, comme on le disait au début, mais ça peut s'étendre à tous les domaines. C'est-à-dire que si vous travaillez dans le domaine de la justice, dans le domaine de la santé, en fait n'importe quel domaine, cette information multiple, elle existe. C'est-à-dire que les 3 exemples qu'on vous a montrés là, vous pourriez retrouver le même type d'exemple dans plein d'autres domaines. Donc en fait, déjà, ça ne se réduit pas à l'énergie. Et ensuite, la deuxième chose qu'on aimerait vraiment, sur laquelle on aimerait vraiment insister ce soir, cet après-midi plutôt, on a l'impression qu'il fait nul, c'est vraiment sur le fait que l'information, elle peut avoir multiples facettes. Et quand vous entendez un discours donné, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le fait que le discours soit parfaitement juste, parce qu'il va toujours être biaisé d'une certaine façon. Vraiment, ce qui est essentiel, c'est d'avoir conscience des différents biais qui ont construit ce discours, et de pouvoir dire, d'accord, ce discours, je l'ai compris, et j'ai compris quels étaient les biais qui ont permis de le construire. Un exemple sur nous, quelles ont été les conséquences de ce projet sur notre vie à nous. En fait, quand on est parti en année de césure, on a eu des retours d'expérience, comme vous sûrement, avec les anciens qui partent, qui reviennent, en mode, c'est génial de faire une césure, allez dans tous les pays, vous allez voir, prenez l'avion, c'est royal. Et du coup, nous, ce projet-là,
c'est 27 tonnes de CO2. On a pris l'avion, partout, pour faire tous ces pays-là, et on a émis à 27 tonnes de CO2 que pour le déplacement. C'est l'équivalent de 5 Français sur un an, mais tout cumulé. Donc c'est énorme. Et ça, en fait, on n'en a pas entendu parler. Quand on a voulu faire ce projet-là, personne ne nous a dit « Attention, il y a l'avion qui émet du CO2 de manière drastique ». Et du coup, aujourd'hui, en tant qu'individu, on a choisi de ne plus prendre l'avion de notre vie pour éviter d'avoir ce bilan carbone désastreux. Il y a d'autres manières de le faire. Soit on aurait pu prendre plus de temps, le faire en vélo, etc. Soit aller moins loin, peut-être juste faire l'Europe ou le Maroc, les pays de la Méditerranée. Il y a différentes manières, mais c'est des choix. Et nous, à l'époque, on n'avait pas connaissance de toutes les informations. Et du coup, notre choix était biaisé parce qu'on n'avait pas toutes les infos. Donc pour synthétiser ce que vient de dire Léo, en fait, s'informer, c'est aussi se donner la possibilité de faire des choix qui sont en accord avec ce qu'on pense vraiment essentiel pour nous. C'est-à-dire que nous, quand on est parti, on avait en tête, on est écologiste, entre guillemets. En fait, personne ne l'est réellement, c'est un débat autre, mais plus notre façon de percevoir le monde, c'était prendre l'avion, c'est pas si grave. En fait, si, concrètement, c'est un vrai problème, et on aurait dû le savoir à l'époque, on ne le savait pas, on s'est informé, on a fini par le savoir, et on ne s'est pas flagellé pendant des heures pour se faire pardonner de ça, mais on a pris la décision, du coup, de ne plus le prendre. Du coup, pour conclure, remettez en question tout le temps quand on vous donne des infos. Même remettez-nous en question. Là, on vient de parler pendant 18 minutes environ. Bah, si ça se trouve, il y a eu des biais, il y en a sûrement eu même, d'informations. Et du coup, il faut tout le temps être vigilant. Dès qu'on a un discours, dès qu'on a une information, la remettre en question, se demander pourquoi il dit ça à tel moment, pourquoi telle source, etc. Si à la fin, vous venez nous voir en nous disant, ce passage-là, j'aurais préféré qu'on parle un peu plus de ça, ou alors qu'on précise cette chose-là, parce que sinon ça me paraît incomplet, nous ça nous fera super plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas à critiquer ce qu'on a fait, la critique peut être très constructive, et du coup, merci beaucoup pour votre attention, c'était un plaisir de parler, et passez une très bonne après-midi. Merci.